La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ma seconde question porte sur les aspects économiques pour lesquels mon groupe a formulé plusieurs propositions et je vois que vous en avez repris, certes avec un peu de retard, mais notamment pour l'extension du fonds d'aide des TPE ou encore la suppression du jour de carence pour les fonctionnaires. Je souhaite donc vous soumettre 3 propositions très concrètes, Monsieur le Premier ministre, sur les assurances. Ça a été dit précédemment, beaucoup de commerces, des indépendants, des artisans ont souscrit une assurance perte d'exploitation. En cas de reconnaissance de la catastrophe naturelle, l'assurance leur compense une partie du chiffre d'affaires qu'ils n'ont pas pu réaliser. Mais pour beaucoup d'entre eux se sont vus refuser cette compensation au motif que dans le contrat qu'ils ont signé, il y a une clause qui stipule qu'en cas de pandémie, les assureurs n'ont rien à payer, même si l'état de catastrophe naturelle était reconnu. En 2018, les assureurs ont encaissé 2,1 milliards d'euros de cotisations au titre de l'assurance perte d'exploitation. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous, oui ou non, favorable à faire contribuer les assureurs sur le modèle de la contribution spéciale temporaire que vous aviez créée pour toutes les entreprises en décembre 2017. Cela permettrait de rapporter de l'ordre de 1,4 milliard d'euros. Deuxième proposition. De nombreux fleurons français ont vu leur valeur boursière s'effondrer ces derniers jours, ce qui signifie qu'ils sont des proies faciles pour les investisseurs étrangers. Il est indispensable de les protéger des prédateurs. Aujourd'hui, la loi permet au ministre de l'Économie de refuser des investissements étrangers, mais cela ne vaut que pour quelques secteurs. Êtes-vous, Monsieur le Premier ministre, oui ou non, favorable à ce que nous étendions ce régime d'autorisation préalable à toutes les sociétés cotées en bourse, aux achats de brevets, et ce, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ceci permettrait à votre ministre de l'Économie de pouvoir contrôler tous les rachats, voire de les interdire. Les États-Unis le font déjà. Troisième proposition, en matière de versement de dividendes, votre ministre de l'Économie a appelé les entreprises aidées par l'État à ne pas distribuer de dividendes. Nous proposons de l'inscrire dans la loi. Seriez-vous d'accord avec cette proposition? Oui ou non? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Une fois encore, Madame la Présidente, il y a beaucoup de questions dans votre question. 3 cette fois-ci. Sur la question des dividendes, nous avons appelé en effet à la modération les entreprises qui souhaitent verser des dividendes. Et nous avons posé un principe qui, je crois, est simple. Lorsque les entreprises font appel à la possibilité qui leur est offerte de reporter leurs charges, ou lorsqu'elles font appel à la garantie de l'État dans les emprunts qu'elles contractent auprès des banques, c'est-à-dire, au fond, quand elles font appel à la solidarité de l'État, la solidarité financière de l'État pour leur permettre de tenir, alors nous considérons qu'elles ne peuvent pas distribuer de dividendes. C'est la règle telle qu'elle a été formulée. S'agissant des entreprises qui ont recours au chômage partiel, nous avons encouragé, je parle des grandes entreprises, car quand on parle des entreprises, on parle bien d'une entité juridique, mais en vérité, vous savez très bien qu'on ne parle pas de la même chose. La SARL de 12 salariés, dont bien souvent le patron se paye en dividendes, beaucoup plus qu'en salaire, ne peut pas être, de ce point de vue, me semble-t-il, regardé exactement comme la multinationale. Non, mais je sais que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Je le dis parce qu'il peut arriver que notre échange soit retransmis. Je veux bien préciser que lorsque je parle des entreprises, sur l'interdiction qui est faite, c'est pour les grandes entreprises. S'agissant du recours au chômage partiel, donc à l'activité partielle, nous avons invité les entreprises à faire preuve de modération, car là encore, nous devons veiller à ce que la stabilité, y compris la stabilité actionnariale des entreprises, soit garantie. Il faut donc qu'elles soient en mesure d'apprécier ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire, mais nous avons fermement invité à la modération et nous pensons que le message est entendu. Sur la vigilance sur les investissements étrangers, nous sommes effectivement vigilants, et vous avez raison de nous y inviter, car nous ne voudrions pas que des entreprises qui participent de la souveraineté nationale, qui ont une place particulière dans le tissu économique productif, puissent être, à l'occasion de la diminution de leur valeur boursière, la cible d'investisseurs étrangers qui auraient conservé des capacités d'investissement considérables et qui viendraient prendre le contrôle sur les entreprises. Vous savez parfaitement qu'il existe des dispositions qui nous permettent de veiller à ce que les entreprises qui relèvent de la souveraineté nationale ne soient pas l'objet de telles raids. Elles seront évidemment mises en œuvre. Nous avons également indiqué que nous étions prêts, lorsque cela nous paraissait nécessaire, soit de prendre nos responsabilités dans les entreprises où l'État est déjà actionnaire,
lesquelles peuvent d'ailleurs, ça peut arriver qu'il y ait des raids sur des entreprises dans lesquelles l'État est déjà actionnaire, soit le cas échéant d'aller jusqu'à des prises de contrôle. Nous n'avons fermé aucune possibilité en la matière, mais évidemment, nous ne pouvons pas, au désespoir peut-être de certains, annoncer que nous allons prendre le contrôle de toutes les entreprises. Et j'ai bien compris que ce n'était pas votre proposition et que ce n'était d'ailleurs pas votre idée. S'agissant de l'interdiction de principe qui serait posée, il nous paraît que l'interdiction de principe qui serait posée pourrait avoir plus d'inconvénients que d'avantages. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas décidé d'une interdiction de principe avec une autorisation qui serait l'exception. Mais il n'en reste pas moins que la vigilance à laquelle vous nous invitez est réelle et que nous allons veiller à ne pas placer des entreprises françaises dans des situations où elles seraient fragilisées. Enfin, vous évoquez la question de la participation des assureurs à l'effort collectif. Un mot d'abord pour dire que les assureurs ont accepté de participer à hauteur de 200 millions d'euros au financement du fonds de solidarité qui a été proposé et créé par le gouvernement. Les régions ont elles-mêmes accepté de participer à hauteur de 250 millions d'euros à ce fonds. Il a donc été augmenté de 1 milliard initial à 1,2 milliard et il est probable, nous l'avons dit, qu'il sera tenu de fonctionner pour le mois d'avril également et peut-être pour la suite, car par une incidente à des questions qui ont déjà été posées, nous savons parfaitement que le travail sur la période de déconfinement est un travail qui est devant nous. Il a déjà été engagé au niveau technique, au niveau sanitaire, au niveau économique, mais les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir déconfiner sont encore à l'étude et dépendent très largement de l'efficacité du confinement, de la capacité d'accueil dans les services de réanimation, puisque je renvoie à la stratégie globale qui est la nôtre. Nous voulons veiller à ce que le virus ne circule pas à un rythme tel qu'il déborderait les capacités nationales d'accueil dans les services de réanimation. Dès lors, le déconfinement devra prendre en compte la réalité de la diminution des cas d'entrée en réanimation. C'est donc une question délicate du point de vue technique, du point de vue sanitaire, du point de vue économique, du point de vue politique, bien entendu. Aucun d'entre nous ici, quelles que soient ses orientations politiques, ne souhaite que le confinement dure trop longtemps. Aucun d'entre nous ne souhaite qu'il soit durable. Nous voulons tous le limiter à la plus simple de son expression, à la plus rapide de son expression. Mais personne n'accepterait non plus, et je le dis à ceux qui s'interrogent sur la période de confinement, personne n'accepterait non plus que le déconfinement se traduise immédiatement parce qu'il n'aurait pas été accompagné d'une bonne politique de test, parce qu'il n'aurait pas été accompagné d'une bonne politique de préparation, par une augmentation immédiate, renouvelée, du nombre de cas sévères qui devraient être accueillis dans les hôpitaux. C'est donc une réflexion qui est en cours, nous aurons l'occasion d'en parler. En ce moment, ce sont des experts qui travaillent, ce sont des équipes qui travaillent pour voir comment est-ce qu'on peut réfléchir, des équipes sanitaires, comment est-ce qu'on peut avancer sur le déconfinement, et bien entendu, nous répondrons le moment venu à toutes les questions en la matière. Les assureurs, pour revenir à notre sujet, sont appelés à participer à cet effort. Vous évoquez la question d'une modification par la loi du sens de contrats qui sont passés entre personnes privées. Bah si, par définition, si dans les contrats il est prévu qu'en cas de pandémie, il n'y a pas que les pandémies ne relèvent pas des circonstances liées à l'état de catastrophe naturelle, si on veut faire en sorte qu'il n'en soit pas ainsi, il faut bien que la loi intervienne à l'intérieur de contrats entre personnes privées. Ça n'est pas impossible, mais vous le savez, c'est très strictement limité par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de même qu'est très strictement limité par la jurisprudence du Conseil constitutionnel la possibilité de faire participer certaines entreprises sur des critères qui ne serait pas objectif par rapport au regard du but recherché au financement de la protection sociale. Et c'est d'ailleurs un élément qui avait conduit le gouvernement lorsqu'il avait dû tirer les conséquences de pratiques antérieures qui avaient été déclarées anticonstitutionnelles, Madame la Présidente. Vous vous en souvenez sans doute. Je sais bien que c'est à ça que vous faites référence, puisque c'est nous qui avons dû trouver la solution qui a permis de rembourser. Nous avions dû viser une catégorie générale des entreprises au-delà d'un chiffre d'affaires et pas une catégorie particulière d'entreprises en fonction de leur objet. Et donc, si nous voulons travailler sur cette hypothèse, il faut évidemment vérifier qu'elle soit conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle est extrêmement exigeante en la matière. Je sais que vous le savez, mais là encore, il me paraît utile de pouvoir le rappeler. Merci, Monsieur le Premier ministre.